tout le monde. Oui, on vient juste de se voir. On n'a pas du tout passé 1h30 ensemble jusqu'au live. Et bienvenue à ceux et celles qui sont déjà présentes. On est trop content de reprendre, même si pour certains c'est les vacances vendredi. Ah oui. Et donc de reprendre aussi les lives que nous faisons donc une fois par mois, pour ceux qui n'ont pas suivi jusqu'à présent. Je suis sûr que les 3 personnes qui sont dans le chat pour le moment sont des abonnés récurrents. Je le sens. Bonjour à vous le chat. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien déjà. Il y en a un qui est parti. Déjà. Voilà, si vous voulez qu'on augmente les micros, qu'on les baisse, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire. Coucou tout le monde. Coucou Marie. Coucou. Est-ce que c'est bien au niveau du son dans le chat? On nous entend. Ok. Super. Ok. Mais on est au top niveau technique là. Ah, c'est clair. Eh bien, est-ce qu'on se représente? Une tradition sur cette chaîne. Tout à fait. Qui est-ce qui On commence par le bout de table. Ouais. Allez. Bonsoir, alors moi c'est Maëla, je suis infirmière sur le XAPA de Fougères et sur la CJC, qui est donc la consultation jeunes consommateurs, que mes collègues vont vous expliquer. Voilà, toujours le... Moi, je suis Laurent Grazilly, assistant social sur le XAPA et la CJC, et je vais vous laisser entendre la présentation de la CJC par le professeur Chalmel. Donc Romain Chalmel, je suis éducateur spécialisé et je travaille sur la CJC du XAPA de Fougères. CJC, comme mes collègues l'ont dit, consultation jeunes consommateurs, un dispositif qui permet à toute personne de 25 ans et moins d'avoir accès à des rencontres individuelles ou à des sensibilisations collectives sur la question très vaste des conduites addictives, qu'elles soient en lien ou non avec des produits consommés. Voilà. Bravo. Et moi, c'est Camille Fontaine et je suis chargé de prévention en santé mentale sur les territoires de Couesnon, Marche de Bretagne, Fougères Agglomération et Vitré Communauté. La classe. Voilà. Et streamer, une fois par mois. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, les amis? C'est vrai ça. Qu'est-ce qu'on a choisi comme thématique? Est-ce qu'on a préparé quelque chose? Pas du tout. Il n'y a pas du tout plein de papiers sous nos yeux. Quelqu'un y va? Vas-y. Ok. On va parler de l'influence ce soir. Voilà. C'est notre 3e vrai live. Oui. On a fait un premier live sur les risques en soirée, un 2e live sur les festivals. On espère d'ailleurs que ça a pu servir à des gens qui nous ont regardés. Et pour ce soir, on a décidé de parler de l'influence au sens large, l'influence sur la santé mentale, mais l'influence aussi sur les consommations. C'est ça, donc on va aller regarder un petit peu des publicités, des contenus qu'on voit sur les réseaux aussi, qui traitent de ces questions d'alcool, de cigarettes ou autres, on le verra. Et voir un petit peu comment on peut prendre aussi un peu de recul sur tout ce qu'on voit dans la publicité, comment ça peut influencer nos consommations, etc., etc. Donc un gros programme, puisqu'on a beaucoup de choses à vous montrer. Si jamais on n'avait pas le temps et que vous avez envie qu'on continue sur la thématique, il y aura la possibilité peut-être de faire un 2e live sur la thématique parce qu'on a vraiment sélectionné plein de trucs à vous montrer. Peut-être dire que ce qu'on va se montrer, on ne l'a pas vu. Oui, c'est ça. À chaque fois, chacun prépare des choses de son côté et fait la surprise aux autres. Parce que le but, c'est de faire du react, comme on dit sur Twitch. Ce qui va donner des choses plus ou moins intéressantes. On va voir qui a bien fait ses devoirs. Pas. Voilà. Forcément. Et on peut quand même en profiter pour dire que depuis la dernière fois, nous avons créé un compte Instagram, ainsi qu'une chaîne YouTube où vous pouvez revoir les replays de nos précédents lives. Et vous pouvez avoir tous ces accès dans la barre d'infos qui est juste en dessous de la vidéo. Voilà. Abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça. Vous avez l'habitude d'entendre tous les créateurs de contenu dire ça, donc faites-le avec nous. Faites-le vraiment pour nous. Quelle influence. Tout à fait. Est-ce qu'on influence les gens via Twitch? Je ne sais pas. On en parlera. Alors, est-ce qu'on commencerait pas Eh ben go. par déjà cette affiche? Alors, si vous êtes présent grâce à l'affiche, très belle d'ailleurs, que nous avons concoctée, vous avez pu voir une vieille publicité
que je vais du coup montrer aux collègues qui n'ont pas tous vu. Il y en a qui l'ont déjà vue parce qu'elle est un peu connue dans le milieu de la pub. Voilà, donc je vais vous mettre la capture d'écran. Et ensuite, je vais vous montrer cette pub formidable qui date des années 50, je crois, de mémoire. Que j'ai flouté pour ne pas se faire ban de Twitch, ainsi que de YouTube. Parce que vous savez que les réseaux sociaux, quand ils voient des poitrines féminines, sont assez choqués. Donc voilà. Donc c'est une vieille affiche publicitaire qui nous dit « La bière est nourrissante ». Et on voit donc deux personnes qui allaitent un bébé. Et une boit de la bière et l'autre n'en boit pas. Et on voit qu'apparemment, l'une qui est très contente et l'autre qui a l'air complètement déprimée au bout de sa vie. Donc voilà les amis, qu'est-ce que ça vous fait Ça fait peur. À quoi ça vous fait penser? Il va falloir qu'on fasse du débunkage là-dessus. On y va? On se lance? Vas-y. Ok. Bon, alors là, une publicité où visiblement vous êtes une mauvaise mère si vous ne donnez pas la tétée à votre enfant en ayant bu de la bière. En fait, ça nous paraît fou aujourd'hui parce que la consommation d'alcool quand on allaite, c'est complètement contre-indiqué puisque il est complètement déconseillé pour la santé du bébé d'absorber du lait maternel dans lequel on va pouvoir retrouver des traces d'alcool qui vont être transmises de l'organisme de la maman à travers de l'allaitement. Voilà. Et de manière générale, alcool et grossesse, c'est un truc qui fait pas bon ménage. Ouais. Voilà. Il y a une époque en fait où on pensait que l'orge avait des propriétés fertiles en gros parce que les champs, etc. Donc on associait ça à la fertilité et donc on encourageait les nourrices. Donc là je crois que c'est des nourrices, c'est pas vraiment des mamans. Okay. Et donc on pouvait en acheter en pharmacie et c'était conseillé pour donner des bons nutriments aux enfants, etc. On fait le quart d'heure historique? Vas-y. Ok, le quart d'heure historique. En fait, la bière s'est créée à partir de céréales, tu l'as dit, et historiquement, dans quasiment toutes les sociétés dans lesquelles il y a eu des consommations de bière ou de céréales fermentées, on a des associations entre la question des céréales, la question de l'alcool. Par exemple, en Égypte antique, il y a une déesse qui s'appelle Ténétet, et c'est à la fois la déesse de la production céréalière et de la production de la bière. Parce qu'en fait, les deux à l'époque sont liés. Les endroits où on fabrique du pain, c'est aussi des endroits où on fabrique de la bière. Et du coup, on a une association qui est ancienne entre fertilité, consommation d'alcool, consommation de céréales. Voilà. Ouais. Et pour la petite anecdote aussi, à la base, la bière, c'était un truc qui se buvait plutôt entre femmes. Parce que du coup, c'était là où on faisait le pain également, etc. Et après, à partir des années 50... c'est devenu quelque chose qu'on consommait uniquement dans les bars. Et vu qu'il n'y avait que les hommes qui allaient dans les bars, c'est devenu un truc qu'on consommait entre mecs. Et encore aujourd'hui, il y a encore un peu cette image-là qui commence quand même à évoluer. Mais voilà. Est-ce que tu sais si cette affiche-là, Camille, elle est... C'était quoi? C'était une affiche de santé? C'était une affiche de... Mais je sais pas trop, j'ai pas réussi à trouver cette... Ouais. Mais je crois que c'était dans les pharmacies qu'on pouvait la trouver parce que vraiment, on disait que si on allaitait en buvant de la bière et tout, ça avait vraiment des propriétés intéressantes pour les enfants. Donc, scientifiquement, on le redit ici, c'est faux. Consommer de l'alcool, ça va même empêcher des choses dans le processus d'allaitement. Et puis tout à l'heure, on disait que l'alcool, c'était déconseillé, on va dire. Enfin, alcool et grossesse et enfance, c'était déconseillé. On a même des maladies qui sont, des troubles qui sont associés à la consommation d'alcool avant que l'enfant naisse. Ce qu'on appelle les troubles du spectre de l'alcoolisation fétale, qu'on appelle aussi les TSAF. Voilà. En fait, quand une future maman consomme de la bière, les molécules d'alcool, elles passent dans son organisme, dans son sang au travers de l'estomac.
Ça circule partout. C'est pour ça d'ailleurs que l'alcool, ça fait effet 15-20 minutes après qu'on l'ait absorbé. C'est le temps que le sang circule jusqu'au cerveau. Et une fois que c'est dans l'organisme de la mère, ça passe aussi dans le système sanguin du fœtus ou du bébé en développement au travers du placenta. Et du coup, l'alcool, ça a 2 propriétés négatives. C'est à la fois tératogène, donc ça fait muter les cellules et ça leur fait faire n'importe quoi, si vous préférez. Et puis, c'est à la fois neurotoxique, donc ça vient perturber le développement des cellules du futur cerveau du fœtus. Et aujourd'hui, il n'y a pas de quantité d'alcool qui serait inoffensive pendant une grossesse. Ça élève forcément le risque d'exposer son enfant à des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale. Et malheureusement, pour une partie des naissances aujourd'hui en France, il y a des enfants qui naissent avec ce trouble-là. Et ça va s'exprimer, ça peut s'exprimer de manière plus ou moins forte sur l'enfant. Alors on peut avoir des enfants qui naissent avec des malformations cardiaques, des enfants qui naissent avec un plus petit poids, des enfants qui vont avoir des problèmes de santé. Et puis on a aussi des enfants qui naissent et qui sont a priori normaux, qui n'ont pas de malformation, mais qui vont quand même avoir un handicap comme ça un petit peu acquis, avec des difficultés de régulation émotionnelle, des difficultés de concentration, etc. Aujourd'hui en France, on estime qu'il y a une naissance sur 100 où l'enfant va naître avec des malformations visibles dès la naissance. Et puis on estime qu'il y a une naissance sur 1000 où l'enfant il n'a rien de visible, mais ça va plus tard dans son développement s'exprimer. Voilà. Ouais. Après, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment une volonté de faire boire. Je pense qu'il n'y avait juste pas assez de connaissances, en fait. Comme aujourd'hui, où les alcooliers vont vraiment essayer de nous influencer. Là, je ne sais pas s'il y avait vraiment une connaissance vraiment des conséquences à cette époque-là. Donc, je leur donne le bénéfice du doute. Ce qui est intéressant en termes d'influence, c'est que là, il y a quand même quelque chose un peu... tu es content et tu es... quand t'en bois, et puis par contre, quand t'en bois pas, il y a vraiment... C'est la déprime, quoi. Ouais, c'est ça. C'est hyper binaire, quoi. C'est genre, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà. Mais on sait que de toute façon, au niveau de la science et même de la médecine, le regard sur les substances a beaucoup évolué et évolue encore d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà. Si le sujet vous intéresse sur les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, il y a un très bon site qui s'appelle TSAF et Justice, donc TSAF et Justice. C'est un regroupement, le Coréa de Nouvelle-Aquitaine, qui anime ce site-là. Et ça permet d'avoir plein d'infos sur tous les spectres de l'alcoolisation fœtale, comment ça fonctionne. C'est assez éducatif, c'est très bien fait. Il y a des témoignages vidéo aussi de gens qui ont un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale et qui témoignent un petit peu de ce que ça a impliqué pour eux dans leur vie. Okay. Voilà, petite ressource à dicto comme ça. Ok. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter sur cette affiche ? Non. Très beau floutage. Merci. Merci Camille. Oui, on ne sait pas du tout ce qu'il y a en dessous. Vraiment. Incroyable. Voilà pour ça. Alors, est-ce qu'on se regarde l'autre vieille pub tant qu'on est dans les vieux pots? Alors, donc là, ça nous est amené par Romain. C'est ça? Ouais. Alors, je pourrais zoomer ou pas? Non. Un petit clic droit sinon. Voilà. Donc là, clairement, mes yeux sont en PLS. Quelles sont vos réactions par rapport à cette vieille publicité américaine? Je suis en train de la lire, c'est énorme. Là, a priori, sur la fiche, ils disent que les médecins sont d'accord encouragent à fumer. Si je comprends bien. Des camels. Des camels. Oui, c'est vrai. Une pub pour camels. Et your T-zone will tell you, c'est énorme. Ah oui, la zone T. Ouais. Mais normalement, la zone T en beauté, c'est le front et le nez, non? Ouais. Oui, c'est ça. Tout à fait. On fait des skincare routines. Mais par contre, je vois pas la zone T, ce que ça... J'arrive pas à lire, moi, ce qu'il y a là-bas. En haut, t'arrives pas à lire?
Tout ça là. Le petit laïus. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses c'est écrit intéressantes. en tout petit. En gros, c'est une pub. Alors, je crois que c'est années 50, peut-être même un tout petit peu avant. Et en fait, à l'époque, c'est une pub américaine et les marchands de tabac, enfin le lobby tabac, a déjà conscience que le tabac, ça fait des ravages en termes de santé publique. Et ils sont en train de gagner du temps dans leur campagne de pub pour continuer à vendre leurs produits. Ils cachent au maximum et ils produisent des études qui se veulent sérieuses mais qui ne le sont pas du tout pour essayer de cacher la nocivité du tabac au grand public. Et on a comme ça, dans l'historique de l'histoire du tabac, toute une période où on va essayer de rendre crédibles les messages publicitaires en lien avec le tabac. Et là, vous avez une stratégie d'influence qu'on peut un petit peu décrypter. Vous voyez en haut, vous avez un médecin qui a l'air très sérieux, père de famille. Il a des lunettes. Alors c'est fou de se dire, il a des lunettes, mais en fait, on sait que les lunettes, ça accorde un espèce de crédit à un homme qui a des lunettes, qui a une blouse. Vous voyez, il y a un petit bout de stéthoscope. Bref, c'est l'homme de science et il est érigé comme une figure d'autorité. Vous avez ce slogan qui dit « Il y a plus de docteurs qui fument des Camel que d'autres marques de cigarettes. » Voilà. Sous-entendu, les marques Camel sont mieux, de meilleure qualité, ou implicitement moins nocives peut-être que d'autres cigarettes pour ceux qui commenceraient à se poser des questions, puisqu'on commence à avoir dans les années 50 l'émergence on voit bien que ça a des effets négatifs. Et puis, à l'époque, pour diversifier un petit peu la cible commerciale, on va essayer de fourguer des cigarettes aux femmes. Et en fait, un des arguments qui est avancé pour les femmes, c'est que ça va venir améliorer la T-zone. Donc là, la T-zone, c'est le nez et le sourire de la bouche. Et qu'en gros, fumer, c'est bon pour le teint. Voilà. Oui, alors que tellement pas en plus. Non. C'est tout l'inverse, ça nique les dents, ça graisse la peau, ça provoque des boutons. Ouais. Oui, et là ils l'ont fait en sachant. Enfin, quand ils ont fait la pub, il y avait déjà des études scientifiques qui montraient que là, Camel sait pertinemment que ce qu'ils vendent, ça va à l'inverse de ce qu'ils disent. Mais il va y avoir sur toutes les marques, toutes les marques de cigarettes, plein de slogans, de choses qui vont être inventées pour essayer d'influencer le consommateur, et dans le sens que le tabac, c'est bien, c'est une bonne chose, quoi. Marlboro avait fait une campagne de pub où leur slogan c'était « Nous, on les grille », en fait, parce qu'ils grillaient ils grillaient leur tabac. Et en gros, ça repose sur rien, ce truc-là, mais ça avait quand même plutôt bien marché d'un point de vue marketing. Et pour l'anecdote, j'ai choisi aussi cette pub-là parce qu'on considère les alcooliers et l'industrie du tabac comme étant un peu les inventeurs du marketing moderne. Ils se sont beaucoup intéressés à qu'est-ce qui marchait pas, qu'est-ce qui permet d'augmenter des ventes, à quel message un petit peu ils sont sensibles. Et en fait, les premiers travaux sur le marketing, on le doit à ces grosses industries dont l'objectif était de vendre et toujours de vendre leurs produits au public, malgré les effets négatifs que ça peut avoir. Voilà. Donc là, vous avez en termes d'influence, c'est plutôt comme source d'influence, c'est la figure d'autorité du médecin là, qui montre ça. Et vous avez deux mécanismes d'influence. Vous avez la persuasion à travers les arguments qui sont abordés, et puis vous avez la normalisation, en fait, le fait de rendre normal un comportement comme le fait de fumer. Voilà. Ok. Et maintenant, c'est interdit de faire de la pub pour les cigarettes. Ouais. Et, enfin, non, pas pour l'alcool, j'allais dire pour l'alcool, mais non, pas du tout. On va voir que non. C'est pas si simple. Et surtout, c'est important de regarder des fois quand on voit une étude a dit que, par exemple, je pense à une étude qui avait montré un jour que boire un verre de vin par jour permettait d'avoir moins de maladies cardiaques, mais c'est important d'aller regarder en fait qui a financé l'étude. Ouais. Et parce que des fois, on voit étude, on se dit ah bah oui, si c'est une étude, c'est que c'est bien. Mais qui a financé l'étude, qui a produit l'étude, etc. Et des fois, on se rend compte que si c'est un alcoolier qui finance l'étude, ça peut être complètement biaisé, quoi. Donc, attention à ça. Et il y a un truc qui s'appelle le biais d'autorité aussi, c'est-à-dire quand une personne soit est médecin, est docteur, etc., on va tout de suite lui accorder plus de crédibilité, de confiance dans ses propos. Donc voilà, donc c'est important d'avoir du recul par rapport à tout ça, quoi.
Autre chose sur cette affiche? Il y a un bouquin qui est un recueil de vieilles pubs. C'est une maison d'édition. On ne va pas faire de pub pour eux, mais en gros, c'est une sélection des pubs des années 50, 60 sur l'alcool, et notamment alcool et tabac aux États-Unis. Et si vous avez l'occasion de le feuilleter, c'est assez dingue parce que nous, on est plutôt sensibilisés maintenant, en tout cas en France. Il y a pas mal de prévention qui est faite. Il y a des choses qu'on voit plus, même si c'est pas toujours parfait. Et quand on feuillette ce bouquin, ça permet d'apprécier en finalement peu de décennies le chemin qui a été accompli pour essayer de permettre aux gens d'avoir accès à de l'information et de comprendre vraiment quel effet peut avoir la consommation d'un produit comme l'alcool, le tabac, etc. Voilà. Okay. Il y a une question dans le chat. Ouais. Alors, Marie Aé demande pourquoi les personnes ont plus envie de fumer lorsqu'elles consomment de l'alcool. C'est une bonne question, ça. Erreur 404. C'est une question de récepteur, je crois. Ou est-ce que c'est pas juste psychologiquement on associe l'alcool au fait de prendre une cigarette? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans le corps qui nous demande, entre guillemets, une cigarette quand on a pris de l'alcool? Je sais pas du tout. Alors, sur alcool et tabac, il y a un effet de contexte qui est effectivement très très fort. Mais c'est un peu comme avec tout. Alors les deux produits, donc les deux produits actifs, l'éthanol pour l'alcool et la nicotine pour le tabac, ont un effet sur le cerveau. En fait, ça va venir agir comme une espèce de récompense, une super récompense naturelle. Donc quand on va consommer les deux produits, notre cerveau il va kiffer. Et il y a un renforcement des comportements qui se fait. C'est-à-dire que si vous consommez toujours du tabac tout en buvant un verre d'alcool, votre cerveau il va enregistrer les différents signaux, la fraîcheur du verre, l'amertume de ce que vous buvez, si vous buvez de la bière par exemple, l'ambiance, les odeurs, etc. Et si ce scénario-là il est enregistré avec une cotation positive, vous pouvez vous retrouver effectivement avec des gens qui, quand ils vont s'allumer une cigarette, vont avoir envie de la bière qu'ils ont eu l'habitude de prendre avec, ou inversement. Voilà. Et sur d'autres produits, je crois pas que ce soit le cas entre nicotine et éthanol. Vous pouvez même avoir des associations de molécules. Par exemple, les gens qui consomment régulièrement de l'alcool et de la cocaïne, il y a une troisième molécule qui naît de cette ingestion de deux molécules, qui s'appelle le cocaéthylène, et avec des gens qui se retrouvent à avoir très envie de consommer de l'alcool quand ils consomment que de la cocaïne ou inversement. Voilà. Mais ouais, pour moi, effet de contexte, Marie Aé, pour les personnes ont plus envie de fumer lorsqu'elles consomment de l'alcool. Et puis souvent, les lieux de consommation d'alcool, c'est aussi des lieux où il y a des terrasses. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est une sorte de rituel, on associe les deux, ouais. Comme le café, le café-cigarette, c'est un truc dont on parle souvent aussi, ouais. Ok. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ensuite? On a des publications Instagram, on a des campagnes de prévention qui viennent juste de sortir du gouvernement. Là. Peut-être qu'on pourra voir ça plutôt dans un deuxième temps. Est-ce que vous avez des envies en fonction des titres là, qu'on voit? Moi, j'ai très envie d'aller vers le rap. Ah oui, alors ça, c'est Laurent, du coup. Moi, je me suis intéressé à l'influence que les alcooliers ont pris l'habitude d'avoir sur la musique et plus généralement sur le rap, parce que j'écoute beaucoup de rap et de hip-hop. Et après avoir regardé un documentaire qui est assez bien fait, que je vous conseille, c'est Cache Investigation sur les alcooliers, alors principalement sur l'entreprise Pernod Ricard, mais qui est le plus grand alcoolier français. Qu'on peut voir sur YouTube. Ouais, et on peut aussi voir le Cache Investigation belge, qui est aussi très bien. Et j'ai découvert qu'en fait, Il y a une Élise Lucet belge ou pas? C'est un Élise Lucet. Et ils l'ont fait sur la Jupiler. Et c'est juste énorme, en fait, en termes d'influence et de volonté d'imprégner très rapidement le cerveau des enfants. Et du coup, sur le rap, en fait, si on prend la première vidéo, c'est Merci HK. C'est un rappeur Ça, c'est Facebook? Ouais, c'est ça. Ok. Alors, je pense qu'on va pouvoir la voir tout de suite si je me suis pas planté dans le lien.
C'est Voilà. ça? Ouais. Et en fait, on peut avoir le son. C'est quand même... Tu veux qu'on la regarde? Ouais. Et après, on la commente ou tu la commentes? On peut la regarder et puis après, je vous expliquerai. Ok. Parce qu'elle est plutôt belle en plus. comme Hop vidéo. là. Alors, sympa cette nouvelle vidéo. Celle de Maëla, non, je crois. Non, سمنة شنية؟ السمنة هي تتمثل في تراكم الدهون في جسم الإنسان. Ok. Je sais pas si vous connaissez Oxmo Puccino, mais c'est un grand rappeur, plutôt pour la génération des 30-40 ans, je pense. Peut-être même plus. C'est-à-dire qui est autour de cette table? Oui, voilà. C'est pour ça qu'on le connaît. personne. Qui vient d'être déclaré, qui vient d'avoir la Légion d'honneur d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, sur ce beau petit clip Je le mets en fond sans le son. qui est sur sa page Instagram, vraiment, et ben on se rend compte qu'il y a plein d'influences d'une marque de whisky, Chivas par exemple, exactement. Et je ne sais pas le nombre de fois on pourrait le compter où on voit la marque Chivas apparaître, parce qu'en fait, Oxmo Puccino a été un peu sponsorisé, clairement par Pernod Ricard, parce que Chivas appartient à Pernod Ricard, où il a fait plein d'événements comme ça, où il fait du placement de marque. Et sauf que ce n'est pas du tout dit. Et en fait, ce qui est sur lequel je me suis intéressé, moi, c'est que je trouve dérangeant. J'ai 37 ans maintenant, mais si je vous montrerai d'autres clips où l'alcool est hyper présent, il n'y a pas du tout de message de prévention. Il n'y a pas du tout de message vis-à-vis sur le fait que Chivas c'est de l'alcool et que ça a un impact sur la vie de tous les jours. Donc je trouve assez dérangeant parce qu'il n'y a pas... En fait, on influence sans qu'on le sache, mais c'est un peu le rôle de l'influence. Et pourquoi c'est assez intéressant de s'y pencher, c'est que sur le cache investigation que je vous conseille, c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, Pernod Ricard, ne pouvant pas faire de pub à destination des jeunes populations, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a une dizaine d'années, les consommations d'alcool chez les 15-25 ans en France diminuaient, parce que c'était des générations qui étaient moins intéressés par ce type de produit. Ils se sont mis à aller vers la culture urbaine pour lancer un peu de l'influence sur les jeunes, donc le rap. Et en fait, énormément de rappeurs se sont vus sponsorisés, entre guillemets, sur des gros événements ou même sur des albums. Par exemple, là, sur le clip qu'on est en train de regarder en boucle, il y a 6 gros rappeurs à plus de 10 millions d'abonnés Instagram chacun. Et en fait, ça fait passer la marque Chivas de whisky pour une marque hyper cool où l'ambiance est vraiment top. C'est beau. En plus, la vidéo, on va pas dire, elle est moche, elle est stylée. Et donc, faut avoir conscience de ça, que certains rappeurs sont des influenceurs souhaités, parce que Oxmo Puccino a été interrogé, il n'a jamais répondu, mais en fait,
On le sait lors du documentaire que Pernod Ricard le paye, entre guillemets, et c'est jamais vraiment dit. En fait, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que les alcooliers, ne pouvant pas faire de publicité directe envers les populations mineures, et lorsqu'ils font des publicités, ils sont obligés d'avoir le bandeau de prévention. Ouais. Ils se sont mis à sponsoriser ce type d'artistes, mais sans le dire. Et en fait, là, très concrètement, le responsable, c'est pas Pernod Ricard et Chivas, ça serait Osmo Puccino. Et là où on va encore plus loin, c'est que Osmo Puccino se dédouane de cette responsabilité, où il le renvoie à HK Corp. Et donc, soirée drague. Donc, c'est hyper intéressant de se rendre compte que la culture populaire a été aussi influencée directement par des alcooliers qui cherchent toujours plus à avoir de nouveaux clients. On n'est pas là pour dire que boire de l'alcool c'est mal, c'est pas du tout le sujet. On est juste là pour prévenir que certains prismes sont biaisés par rapport à la zone d'influence et qu'il faut en avoir conscience. C'est hyper vicieux, tu vois. Je n'avais jamais vu cette vidéo-là. Et il y a un moment, je ne sais pas si on va pouvoir faire pause. On arrive au niveau du bar. Ça, c'est le logo de Chivas. Ouais, alors, pas à ce moment-là, là maintenant. Si on peut, voilà. Je suis convaincu, là, dans la disposition, en fait, les bouteilles, elles ont été disposées pour faire... On se concentre, enfin, je veux dire, au centre de l'image, vous avez le Chivas, les ont retournées. etc. Mais elles sont retournées pour créer, entre guillemets, le sentiment d'un naturel. Ce qui va influencer souvent, notamment sur ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux, c'est une espèce de placement de produit, en fait, et de la manière dont il est placé. Et là, clairement, vu les moyens qui sont déployés, il y a une espèce d'enjeu à ce que tout paraisse naturel. D'ailleurs, quand on regarde le clip, si on regarde, voilà. Et je suis convaincu qu'il y a un type là qui a dit on va pas placer la bouteille avec le gros Chivas Regal à gauche. Par contre, on va bien centrer le Chivas au niveau du verre. Et comme ça, le message, c'est hyper lisible, quoi. Enfin, ça influence clairement, quoi. C'était à une époque où, je sais pas à quelle date ça a été publié, 2018, ouais. Où je crois que depuis 1 an ou 2, les influenceurs ou créateurs de contenu doivent préciser quand il y a une collaboration commerciale, ce qui n'était pas forcément le cas peut-être à cette époque-là. Voilà pour la première vidéo sur Osmo Puccino. Et la deuxième... C'était mon compte Facebook, en fait, c'est pour ça que... bien. Et alors j'en avais une sur Jay-Z qui était aussi bien. Alors c'est celle-ci mais je sais pas si c'est la pub ou le clip le clip. Alors, il est où? Je sais pas si tu as réussi à le couper, Camille. Mais je ne l'ai pas coupé, mais... Là, ce qui était intéressant, c'est que c'est quand même assez vieux, parce que Jay-Z, c'est pas non plus aussi un rappeur... Oui, je le considère pas propose vraiment comme un rappeur. Ça, on verra plus. On met la pub pendant ce temps-là, tu peux. Et en c'était fait, à 3 minutes, non, c'est ça? Ouais, c'était... Ce qui est assez intéressant, c'est que dans la culture populaire du rap, l'alcool, elle est arrivée assez sur le tard, parce que du coup, des rappeurs ont commencé à avoir une zone d'influence hyper importante. Tu peux couper là, par exemple. Hyper importante vis-à-vis des réseaux sociaux. Il faut savoir que Jay-Z est sûrement le premier rappeur qui va atteindre le 1 milliard d'euros de bénéfices liés à la non-musique. Donc pas en vente d'albums, mais en vente de business à côté. Et en fait, il y a eu des études et je me suis intéressé aux rappeurs américains. Alors on aurait pu aussi nommer P. Diddy ou d'autres rappeurs. Ils se sont servis de leurs clips musicaux pour faire de la pub d'investissement en alcool. Alors on voit à un moment donné du clip, tu peux appuyer sur, s'il te plaît... Par exemple, là, ils sont en train de jouer au poker, c'est dans un truc assez classe, on montre la réussite, enfin, voilà, le type. Et là, en fait... Ah oui, c'est très discret. Voilà, on peut couper. Et en fait, l'histoire qui est assez intéressante, c'est que dans le clip, on lui propose une bouteille de champagne, qui est un champagne français. Et en fait, il avait déjà fait valoir cette bouteille de champagne, parce que dans la culture américaine, le champagne, c'est la réussite.
Et donc c'était par exemple un précédent clip où il prenait du champagne et il le balançait sur des femmes dénudées. Donc bon, c'était pas vraiment très intelligent, mais ça montrait qu'il avait réussi. Et le propriétaire du château de ce champagne, qui est une famille illustre dans le Champagne, a expliqué dans un article en anglais qu'il ne souhaitait pas être associé aux rappeurs états-uniens parce qu'il trouvait ça dégradant d'un point de vue de la vie féminine et sa marque ne voulait pas être associée. Et donc du coup, Jay-Z, l'ayant mal pris, a décidé, vous allez voir, il refuse la bouteille. Alors on ne le voit pas, mais à un moment donné, il a refusé la bouteille de champagne pour... C'est après, non? Là, il va accepter une nouvelle bouteille. Et en fait, ça, c'est du cognac Bacardi. Parce que Jay-Z a investi dans la marque Bacardi. Ah. Et donc, il a fait énormément, j'ai compté, il y a 12 clips sur les 25 dernières chansons de Jay-Z où il met en avant un placement de produit Bacardi. Mais là, encore une fois, il n'y a pas du tout de prévention, boire de l'alcool. Et il faut savoir que pendant un temps, Jay-Z était l'un des artistes musicaux les plus écoutés sur une tranche de 20-30 ans, je crois, un truc comme ça. Et donc là encore, en fait, l'attrait de la musique fait qu'on va avoir des visionnages de choses qu'on ne comprend pas forcément. Alors il y a le champagne, ok, mais là, ce cognac Bacardi, avant que... Enfin, ce cognac, parce que Bacardi, je ne suis pas vraiment sûr de la marque, mais ce cognac-là, avant que Jay-Z investisse, c'était en train de péricliter. Et une fois que Jay-Z a lancé son énorme influence sur le produit, ils ont connu une augmentation de consommation aux États-Unis et aussi en Europe sur une tranche de population ultra jeune. Parce que... Donc ça a fonctionné, quoi. Exactement. Il y a eu des effets très concrets. Il y a eu des effets hyper concrets. Par exemple, la vodka où a investi P. Diddy a pris 15%. Nicki Minaj s'est fait sponsoriser très concrètement. Elle a eu un contrat avec un gros alcoolier. C'était énorme. C'était des alentours de 400%. Enfin, c'est quand même fou, quoi. Et donc, c'est là encore... je trouve que c'est important qu'on puisse le savoir et le dire. Regarder des clips musicaux, c'est jamais anodin. Il y a toujours des choses qui passent. Il faut avoir conscience que consommer de l'alcool, à un moment donné, peut avoir des effets négatifs. Si on le fait de manière sécure, qu'on est au courant des effets que ça peut avoir au niveau psychoactif, ce genre de choses, c'est plutôt bien. Mais je ne suis pas sûr que des enfants de 12, 13, 14, 15 ans soient informés. Ils n'ont pas eu la chance de voir le professeur Chalmel en intervention. Et donc, du coup, comme j'écoute beaucoup de rap, j'ai jamais vraiment fait gaffe, en fait. Et c'est assez énorme. Oui, parce qu'en plus, quand tu aimes la musique, je pense qu'elle te procure des émotions positives et tout. Tu vas être peut-être plus sensible à ce que tu vas voir dans les images qui correspondent à cette chanson, quoi. Et si on revient sur les documents que j'ai fouinés, il y a une sociologue où c'est les clips, une vitrine pour l'alcool sur la page web. Juste en haut. Alors, c'est de combien? C'est la deuxième. Hop. Ouais. Et tu peux descendre. Catherine Pinet-Fernandez, bravo. Et en fait, elle explique très concrètement que 71% des clips mettent en scène du tabac, de l'alcool et ou du cannabis. Et en termes de musique, je me suis amusé à prendre ma playlist Spotify de rap. Clairement, j'ai 80% de paroles qui parlent du shit, de l'alcool ou du trafic. Et donc, du coup, il y a aussi 42% des clips qui mettent en scène du tabac, de l'alcool et du cannabis. Et ce qui est énorme, c'est qu'elle a quand même été à fond. Elle a dû regarder. Ouais. Et c'est là où je suis allé voir, parce qu'il parle de Jay-Z dans son étude, et en fait, c'est fou, quoi. Et eux, alors, aux États-Unis, ils ne voient pas ça comme de l'influence, ils voient juste ça comme un placement marketing. Mais du coup, c'est là où le marketing et l'influence sont quand même relativement ensemble. Et donc, c'est aussi, je trouve, en tant que adultes qui avons fait des formations, qui sont capables de voir un peu plus loin, d'informer, ok, c'est la musique qui coule, les paroles, voilà, c'est pas non plus la vraie vie, ça reste de l'acting par moment aussi. Et, parce qu'en plus, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont se dire, moi, j'ai pas bu, je me suis pas mis à boire de l'alcool parce que j'ai vu ça dans un clip. Mais je pense que c'est aussi la multiplication
de toutes ces expositions-là qui fait que inconsciemment, évidemment, on se lève pas de son canapé après avoir vu le documentaire, je vais me faire un petit verre, tu vois, mais ça marche pas comme ça, quoi. Mais c'est je pense que c'est la multiplication des expositions qui fait que inconsciemment on va associer ça. Et au contraire, il y a un rappeur, alors Jul, qui est plus ou moins l'aimé, mais que j'apprécie sur certaines chansons, où on voit une évolution aussi je pense, de maturité de l'artiste, où au début, il parle énormément de ses consommations de shit, énormément de ses consommations de shit, où on voit pas vraiment d'effets négatifs à en consommer, à en dealer. Et là, certaines de ces dernières chansons mettent en avant l'effet négatif du THC, où il perd un peu d'envie, ce genre de choses. Et je trouve ça assez intéressant de voir un peu l'évolution qu'il peut y avoir sur certains artistes, pas tous, parce que là encore, Pernod Ricard est un alcoolier très très fort en termes de marketing et d'influence. Par exemple, ils ont créé un festival à Marseille où c'est une scène hip-hop. Et très concrètement, c'est des petits festivals dans la ville de Marseille. Pernod Ricard 51, un truc comme ça, le nom du festival. Et c'est gratuit. Et la consommation des produits Pernod Ricard est gratuite. Ah ouais. Et donc, incroyable. Du coup, il suffit juste de montrer sa carte, ou à un moment donné aussi, je pense qu'on va arrêter de la demander. Et donc, c'est pour pousser des gens qui n'auraient pas été vers ce type de produit à tester, pourquoi pas à apprécier, et puis à se rappeler que lorsqu'ils vont le voir, ils vont associer ça à un moment de musique qu'ils adorent, un artiste qu'ils apprécient, et surtout à un moment de leur vie qui a été vraiment cool, quoi. Donc c'est aussi toute cette filouterie, même si c'est pas vraiment le terme, parce qu'ils essayent de passer à côté de la loi E20, et ils font tout en fait pour la contourner sans être condamnés. Ok. Intéressant. En France, il y a José Garcia. Voilà. C'est la différence entre eux et nous. Et selon toi, est-ce que tu as l'impression que... moi, je suis pas trop rap dans mes goûts musicaux, mais c'est quoi qui explique, a priori, que dans le rap, il y ait une telle glorification, une telle utilisation de la dimension des consos Est-ce que c'est le côté transgressif par rapport à la loi sur les produits comme le cannabis, ou est-ce qu'il y a autre chose qui se joue? Non, je pense pas. Sincèrement, je pense pas que ça soit une glorification. Le rap à la base est vraiment une culture à part entière de la rue, et du coup, ils parlent de ce qu'ils vivent en fait dans les quartiers. Et c'est là où c'est intéressant, c'est comment ça se fait que des rappeurs issus de quartiers parlent beaucoup plus de consommation de shit ou de deal, mais parce qu'en fait c'est leur vie, ils ont vécu dans des quartiers difficiles, c'est leur quotidien. Si on prend des rappeurs un peu plus classe bourgeoise comme peut l'être Orelsan par exemple, on voit qu'il parle moins dans ses chansons de consommation, mais il parle aussi des consommations de ses amis, mais c'est plutôt vers de l'alcool. Ils parlent de leur vie en fait, donc si leur vie sociologiquement c'est le produit qui va être le plus à leur portée, qui va faire. Après, aujourd'hui, là, sur des gros rappeurs comme SCH, Jul un peu moins aujourd'hui, mais Nixa, sur des gros vendeurs d'albums, même Booba, que j'apprécie pas tellement, mais qu'on est forcé de constater qu'ils vendent des disques, ils glorifient plutôt le côté mafieux, gangster, je consomme parce que, j'en vends. Ça, c'est encore un peu plus dérangeant parce qu'en fait, on sait pertinemment qu'ils n'ont jamais dealé de leur vie, très peu, ou qu'ils ne dealent plus du tout parce qu'ils n'en ont plus besoin. Mais en fait, ça donne l'idée que être un gangster, brasser du cash, avoir des armes à feu, c'est quelque chose d'appréciable et qui va être apprécié, alors que pas du tout. Pour avoir été travaillé en détention, je peux vous assurer que c'est pas un métier qui paye. Et donc, c'est plutôt ça aussi où il faut... je pense pas qu'il faille interdire des jeunes d'écouter du rap, mais c'est plutôt en échanger avec eux, trouver est-ce qu'ils se trouvent ça normal, est-ce qu'ils trouvent ça intéressant, parce qu'à mon époque où on écoutait énormément NTM, c'était très décrié, alors que si on écoute aujourd'hui les paroles d'NTM, on pourrait les étudier sociologiquement et se rendre compte de l'état de la société dans les années 2000, quoi. Donc c'est plus du tout le cas. Là, si c'est des chansons qui leur parlent, c'est que ça dit quelque chose aussi. Totalement. C'est intéressant parce que ça amène une question qui est un peu centrale, je trouve, dans les processus d'influence, et en particulier
actuellement avec Internet, les réseaux sociaux, c'est quel est le niveau de responsabilité que tu as quand tu as un auditoire, quand tu as un public, vis-à-vis du message que tu diffuses. Enfin, on verra tout à l'heure, on a sélectionné quelques contenus sur les réseaux et il y a certains artistes qui se positionnent très clairement en disant que c'est pas à eux de faire l'éducation de leur auditoire, que ça c'est une responsabilité des parents et qu'entre guillemets ils se dédouanent d'une responsabilité dans les messages qui peuvent transparaître au travers de leurs clips, leurs marques, alors que oui, ça a une influence. Enfin, je veux dire, ça fait partie de l'environnement. Et aujourd'hui, en addictologie, enfin, quand on étudie le risque addictif, on sait que l'environnement, les figures auxquelles on s'identifie, notamment quand on est jeune, elles ont une influence sur nos comportements. Alors, elle n'est pas la même pour tout le monde. Il n'y a pas de systématisme là-dedans. C'est pas parce qu'on regarde le clip de Jay-Z qu'on va forcément devenir un accro au cognac ou même au champagne. Et heureusement que ça ne fonctionne pas comme ça de manière mécanique. Mais le conscientiser, c'est peut-être déjà quelque chose. C'est aussi pour ça. Ce qui a changé aussi, c'est que, alors si on prend les rappeurs, c'est la différence des réseaux sociaux. En fait, si on prend 10-15 ans en arrière, ils devaient vivre de leur musique. Et donc, au bout d'un moment, si on fait des choix de carrière un peu hasardeux avec des paroles de merde, pour parler trivialement, on ne va pas vraiment vendre. NTM, IAM, ce genre de choses, de gros groupes historiques n'ont jamais vraiment été attirés vers le placement de produits parce qu'ils avaient leurs écoutes. Et en fait, là, sur des rappeurs qui émergent, tout de suite, on voit que le rap n'est qu'une partie du business. En fait, souvent, ça peut faire juste partie. Je vais rapper pour promouvoir ma marque de vêtements ou ma marque d'alcool ou parce que j'ai du bis sur ça. Et en fait, c'est là le changement. C'est plus du tout le même intérêt vers la musique. La musique est juste un vecteur de communication, alors qu'avant, c'était vraiment un moyen de toucher des jeunes, quoi. Ou pas des jeunes, mais... Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat, sur ce qu'on vient de voir, ou est-ce que vous avez d'autres réactions? Ce serait trop cool qu'on puisse inviter Jay-Z, un rappeur. oui, mais il nous regarde actuellement. Orelsan. Oui, pour qu'il nous parle aussi de... Ça pourrait être intéressant. Est-ce que c'était tout sur cette thématique-là? Ouais, c'est déjà pas mal. Autre chose, ouais. Oui, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut se regarder ensuite? Où est ma souris? Voilà, c'est bon. Un boomer. Ok. Est-ce que je peux vous parler de ça, tiens? Maison Bagarre. De Maison Bagarre. Il y a peut-être plein de gens qui connaissent parce que c'est une influenceuse qui s'appelle Océane, qui est assez connue, elle a notamment percé sur Twitch où elle faisait des vidéos React comme ça. Je vais vous la montrer si vous voulez. Vous allez voir à quoi elle ressemble. Vous la connaissez ou pas? Non. Pas du tout. Non. Elle fait des contenus assez divertissants, elle fait du React sur Twitch, enfin voilà, elle fait plein de choses, elle est quand même très très suivie. Et donc avec son copain, qui est juste ici, qui est rappeur aussi pour le coup, producteur, ils ont décidé de créer une marque de vin pétillant en canette. Ce qui était assez innovant, entre guillemets, enfin qui n'existait pas. Et donc ils ont lancé cette marque qui s'appelle Maison Bagarre. Bagarre en lien avec un gimmick qu'elle a, enfin voilà. Et alors c'est assez intéressant parce que c'est une marque qui n'a pas marché, du coup ils ont arrêté. Mais ils se sont fait en plus vachement épingler par la loi E20, par Addiction France, tout ça. Mais je trouve quand même que c'est un exemple qui est hyper intéressant. Déjà parce que ça n'a pas fonctionné, alors que leur communication était hyper stylée. Là c'était le compte Instagram du coup du vin pétillant, ou de leur marque en tout cas qu'ils ont créé. Et donc voilà, je voulais montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est très girly. Hein. Ouais, ça attire vachement. Hein. C'est très girly, moi je trouve que vraiment c'est très stylé. Si on va être totalement honnête. Ça n'a pas marché parce que c'était... Ça ressemble à Barbie. C'est très... Ouais. Donc là par exemple c'est des petites vidéos qu'ils faisaient.
Alors vous noterez que le message est quand même marqué en tout petit. Voilà. Mm. Et sur le post Insta, c'est aussi marqué. Ouais, c'est écrit Ok. au-dessus, ouais. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, machin. Il y avait quoi d'autre qui était stylé aussi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, ce genre de vidéos un peu satisfaisantes qu'on peut trouver sur les réseaux. Et de côté innovant, du coup, c'était le vin pétillant en canette qui est pas un truc qui existe dans d'autres pays, mais pas ici. Et donc, voilà. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait un post Instagram où ils ont mis des commentaires clients. Et alors, celle-ci, je sais plus si c'est celle-ci parce que je ne vois rien. Mon copain ne boit pas d'alcool et l'idée de mettre dans des canettes le vin me permet de le déguster sans trop consommer. Le vin est Voilà, doux, c'est ça. pas sucré. De plus, la couleur des canettes et son design permet d'apprécier complètement le vin, même en public, sans que cela paraisse dégradant. Boire de l'alcool en canette, c'est souvent mal vu. Merci Océane pour l'idée du ciel. C'est chaud. Voilà, et c'est vrai qu'on voit sur leur com qu'ils ont vachement misé sur La canette. sur la canette, Peut-être sur pas la assez sur le direction goût, du coup. artistique. Alors apparemment le goût est très bon. À un moment donné, ils ont fait venir je crois que c'est ici, ils ont fait venir un sommelier pour lui faire goûter. Et apparemment tout le monde dit qu'effectivement ils s'attendaient à ce que ça ait un goût un peu métallique, que ça soit très bon. Et en fait apparemment c'est très très bon. Argument d'autorité, ça. Vous voyez. Voilà par exemple. C'est pas le sommelier, vaut rien. Donc là c'est elle qui l'interview. Ouais. Ça, c'est une très très bonne stratégie d'influence, c'est de faire venir quelqu'un d'extérieur en qui on se dit « Ah, parole d'expert ». Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas sommelier, ça se trouve, il est vraiment sommelier, ce monsieur. Mais peut-être que c'est un sommelier à qui on a demandé, on a rétribué finalement aussi un regard positif sur le produit. Et quand on regarde le contenu, on peut se dire ok, peut-être je ne suis pas convaincu par ce produit-là, mais le fait d'avoir un sommelier qui arrive et qui va avoir des propos plutôt positifs sur le produit, du coup, on va être persuadé. Voilà, c'est un mécanisme de persuasion qui se joue au travers d'une source d'influence un petit peu experte, ce que les psychologues appellent une figure d'autorité. Voilà. Et ça existe dans absolument, quasiment, j'ai envie de dire, toutes les ventes de produits. Enfin, vous regardez certaines publicités aujourd'hui, vous avez encore les recommandations, etc. Enfin, si vous pensez au dentifrice, par exemple, 9 dentistes sur 10. Oui, c'est vrai. Je pense, Mac Lesguy recommande. Moi, ça m'a convaincu. Et hop, quand même, 9 sur 10, c'est vraiment que le dentifrice doit marcher, etc. Quoi. Donc, le marketing est très très fort pour ça. Surtout dans les créatrices de contenu qui ont un peu notre âge, etc. On s'identifie vachement à des figures de grandes sœurs, de copines, etc. Et du coup, parce qu'évidemment, si le sommelier a dit que c'était dégueulasse, je pense qu'elle n'aurait pas posté la vidéo. Tu m'étonnes. Peut-être que c'est le seul sur 100 qui a dit qu'il était bon. Peut-être. Il y avait sûrement le Covid à l'époque, j'en sais rien. C'est intéressant, tu peux redescendre un petit peu. Il y a un autre truc sur la centrale, là, celle qui est en 4, remonte un tout petit peu. Ouais. Si, Ouais. celle-ci. En fait, alors je suis des pas, choses bonnes pour la santé. Je suis Oui, il y pas a du un miel et de analyste la pêche. marketing, mais tu as quand même le côté naturel avec cette cuillère à miel en bois qui est sur un fond un peu brut, ces pêches de vigne qui viennent d'être fraîchement coupées et qui sont dans un bol. Tout ça, ça fait associer le produit à l'idée de quelque chose de presque healthy, de ça en Ouais, fait. de ouf. C'est un vrai problème parce que ce truc n'a pas été du tout produit. On n'a pas mis du miel avec la cuillère à bois qui est présente. Il n'y a pas quelqu'un qui s'amuse à couper les pêches de manière manuelle comme on peut voir là sur la photo. Et en fait, ça existe partout, notamment quand on vend de l'alimentaire. On fait passer un produit qui est un produit fabriqué de manière industrielle dans des usines et on l'associe en fait à des sensations, à des images qu'on peut tous lire. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de sain dans les 2 images de bouffe qui sont là, alors que le produit... C'est comme quand McDonald's était repas en verre. Exactement. Inconsciemment, on associait ça du coup à un truc qui était beaucoup plus sain alors que la recette n'avait pas du tout changé. Et là, faut quand même préciser, alors c'est marqué, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, interdit aux mineurs.
Ça, c'est ce que la loi impose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 2023 et la loi influenceur, on ne peut pas poster du contenu sans que ça paraisse. En tout cas, qu'il y ait des précisions dessus. On n'a pas le droit de faire de la pub sans le dire. Mais il faut bien préciser que d'un point de vue purement biologique, il n'y a pas de consommation d'alcool qui sont inoffensives pour la santé. C'est-à-dire que même quand on boit qu'un demi-verre d'alcool une fois par semaine, ce demi-verre-là, il fait pas d'effet positif sur notre organisme, il vient dégrader des choses dans notre organisme, etc. Alors, je suis d'accord avec Laurent, l'idée c'est pas dire ça, l'idée c'est pas de dire faut jamais boire d'alcool, mais là ce qui est vicieux, c'est qu'on associe quelque chose, deux éléments qui rentrent sans doute en termes de goût dans ce qu'on peut retrouver dans le goût de ce vin pétillant, mais on l'associe à l'idée que c'est quand même et bon pour la santé et classe, quoi. Donc cette marque n'existe plus. Et non, ça a fermé, en fait ça n'a pas du tout fonctionné. Et alors leur public, quoi. Je pense clairement qu'il y a eu un problème, et c'est là qu'on voit qu'on peut faire une très bonne communication avec un très mauvais marketing, et que si tu n'as pas le bon marketing, c'est-à-dire, souvent les gens font la confusion entre marketing et communication. Mais en gros, le marketing, c'est j'étudie le marché, quelle est ma cible, quel prix je vais le mettre, où je vais le distribuer, etc. Et là, clairement, je pense que le public d'Océane n'était pas du tout un public qui avait besoin de boire du vin, qui avait l'habitude de boire du vin, ça répondait pas à un besoin en fait, c'était juste un kiff, je pense, qui s'est fait. Et c'était un truc qui s'achetait que en ligne au début. Donc clairement, quand tu veux acheter des canettes ou du vin, tu l'achètes pas en ligne. Enfin, c'est un truc que tu achètes assez spontanément. Donc voilà, il y a tout eu un marketing, je pense, qui a pas bien fonctionné, même si la com est. Moi, j'oserais pas l'ouvrir du coup. Très bon. Quoi. Et il n'y a pas un dernier truc qui vous choque sur la typo qui est utilisée pour les canettes? Ça vous fait pas penser à un autre truc qu'on boit et qui n'est pas alcoolisé? Coca-Cola. Ah grave. Ah mais clairement, ça ressemble à une canette de soda. Ouais, mais c'est fait exprès. Ouais. Je pense que c'est fait exprès, clairement. Et attends, où est-ce qu'on peut l'avoir mieux? Ouais. Donc grosse stratégie aussi. Peut-être ça va faire le lien avec ce qu'on peut regarder derrière, mais la correspondance entre un produit déjà existant, fortement consommé, notamment sur un public jeune, et le packaging là avec des courbes, du blanc sur fond coloré. Puis c'est pas du tout marqué que c'est du vin. Enfin, tu vois, tu pourrais le confondre avec du soda ou avec. Enfin, je sais pas dans quel rayon ça aurait été. Je pense dans le rayon actuel quand même, mais. Et donc une canette, ça correspond à 2 verres d'alcool aussi. Ok. Ce qui peut être aussi un peu problématique dans un sens, parce que en général, quand tu trouves une canette, tu la bois entièrement. Et tu peux t'imaginer que ça correspond à une unité d'alcool, comme ça peut être le cas dans des bars. Alors qu'en fait, tu as quand même 2 verres d'alcool. Il y a eu tout un délire. J'ai l'impression que c'est un peu moins présent. Enfin, vous pourrez regarder dans le chat si vous allez faire des courses. Mais il y a quelques années, l'industrie de l'alcool a voulu investir le marché et de la canette. Ils ont sorti des eaux pétillantes alcoolisées. Et en fait, c'est hyper. Ça ressemble à s'y méprendre à des eaux pétillantes aromatisées classiques. Et en gros, tout l'axe qui a été utilisé dans la communication, c'est le côté un peu healthy, etc. Alors que c'est de l'alcool qui est vendu, quoi. Et c'est vicieux parce que du coup, il y a sans doute plein de gens qui ont l'habitude de consommer des produits sous forme de canettes et qui vont être plus attirés par ces formats-là que par des formats un petit peu classiques comme la bouteille de vin. Ouais, clairement. Voilà. C'est ce qu'ils mettent dans les avis clients là, qu'ils ont mis, il y en a plusieurs. Une merveille en canette, vin pétillant, délicieux, agréable découverte. Originalité d'être en canette aussi. Il y avait tout bien par son goût que par son originalité. C'est incroyable. Ça, c'est des... Ils ont été payés pour les mettre, non? Je sais pas, ou alors il y a vraiment des fans aussi, je pense, qui les ont achetés. Ou à qui on les a offerts. Ouais. Aussi. Et même le petit packaging, ça venait dans. T'as l'impression de commander des macarons. Enfin, il y avait un truc qui était quand même. C'est hyper stylé, très beau. Donc on n'achetait pas forcément. Et c'est le cas dans plein de produits d'ailleurs où t'achètes pas juste le produit, enfin le contenu, mais t'achètes aussi toute l'expérience qui va avec le fait d'utiliser ce produit-là, quoi. Qu'est-ce que ça crée en toi? Je suis assez curieux. Est-ce que tu peux remonter et regarder les posts où la marque a été taguée pour voir un petit peu si les gens ont. Où est-ce que tu peux regarder ça? Tout à droite, au-dessus de la photo avec le cocktail. Tu sais, t'as un petit bonhomme. Ouais. Voilà.
sur Insta, c'est les pages avec des gens qui eux-mêmes ont posté. Et c'est hyper intéressant. Faites ça à la maison, tapez des marques comme ça d'alcooliers et vous allez voir dans cette catégorie-là, vous avez des influenceurs ou des gens qui ont des pages Insta et qui se mettent en scène en train de consommer le produit. Puis du coup, qui font une petite ref à la marque, voilà. Et aujourd'hui, c'est une vraie stratégie des lobbies de l'alcool de payer des influenceurs, en fait. En fait, ils envoient des contrats ils envoient des commandes avec on vous rémunère tant, on sponsorise de tels produits, il faut que ça apparaisse tant de temps à l'écran, il faut que vous montriez la canette pour bien voir la marque. Voilà. Et ça, il y a eu énormément, et il y a encore énormément de publicité qui ne se dit pas sur les réseaux. Avec des gens qui font croire que ça fait partie de leurs habitudes de vie que de consommer ces produits-là. Et toutes les marques font ça. Et les grandes marques, les alcooliers sont très très forts parce qu'ils invitent sur des événements privés, ils invitent des gens à venir sur des événements privés dans l'idée qu'il va y avoir à la fois une couverture de l'événement où il y a de l'événementiel très très marquant et puis derrière que ça puisse influencer et faire de la pub facilement, quoi. Tout à l'heure on citait la loi E20 qui est une loi on va pas forcément la détailler, mais c'est une loi de 91 qui encadre la publicité de l'alcool et du tabac et qui est censée limiter l'exposition notamment des jeunes à l'influence des boîtes qui vendent ces deux types de produits là. Et en fait cette loi elle a perdu en puissance depuis 1991. À la base, elle était censée restreindre les endroits sur lesquels on pouvait faire de la pub, mais aussi les périodes. Et en fait, il y a une très très bonne analyse qui a été faite par l'association Addiction France. Il y a un dossier, vous tapez loi E20, influence alcool sur Internet, Addiction France, vous allez trouver. Et en fait, depuis sa création, il y a un vrai travail de lobbying pour la détricoter et permettre de revenir dessus et de pouvoir influencer le consommateur, quoi. On a une question de mon followers préféré sur le chat. Longue question, non ? Ouais, Tisba écrit « Bonsoir, nous connaissons tous quelqu'un dont la vieille Geneviève a vécu jusqu'à 99 ans. Ah oui, grave. Et a bu un verre de vin à tous les repas depuis 1789, blablabla. Cela peut-il vraiment être bénéfique ou est-ce une fausse croyance populaire ? Merci. » Malheureusement, c'est une fausse croyance populaire. Fausse croyance populaire. On n'a pas un peu répondu à cette question tout Si, à l'heure. un petit peu. Oui, on disait que c'était une étude qui avait été financée par des lobbies, ou par des alcooliers, quoi. Ouais. Et du coup, c'est une étude effectivement qui était entre guillemets scientifique, mais qui était complètement biaisée dans sa méthodologie, quoi, du coup. Ouais. C'est un vrai argument récurrent. Tous les ans, dans mon fil, j'ai un fil d'actualité spécial Addicto pour rester un peu en veille. Et tous les ans, quand on approche de juin, on a des articles qui pop pour nous dire oui, finalement, le vin, c'est pas si mal. Oui, c'est vachement resté. Ouais. Ça débouche les artères, etc. Pile quand on arrive dans la grosse période consommation rosé barbecue, quoi. Et non, scientifiquement, ça ne fait pas du tout de bien. Et je crois qu'il y a quelques rares études sur lesquelles on se pose encore un petit peu des questions, mais en fait, c'est sur un risque précis. Et quand on regarde le risque en global d'absorber de l'alcool, c'est complètement contrebalancé. Donc aujourd'hui, la science a démontré qu'il n'y a pas de consommation d'alcool qui font du bien à la santé. Et l'influence, parce que c'est la thématique de ce soir, n'est pas non plus uniquement sur les réseaux sociaux. Je reviens encore au documentaire de Cache Investigation où ils suivent des députés. Et en fait, à l'intérieur de l'Assemblée nationale ou même du Palais Bourbon pour les sénateurs, il y a des commissions. Et donc, du coup, des alcooliers ont accès à certaines de ces commissions pour faire goûter des vins. Alors, ça ne va pas être du Chivas comme avec Osmo Puccino, mais on se rend compte en fait qu'ils font goûter des vins à plusieurs parlementaires. Et en fait, énormément de parlementaires, énormément sur le documentaire, il y a au moins 5 ou 6 parlementaires qui sont eux-mêmes
vignerons producteurs, mais alors pas des petits producteurs avec 3 hectares de vignes. Ce sont des trucs énormes avec des chiffres d'affaires énormes. Et en fait, ils siègent à ces commissions. Et quand on parle de lobbying qui essaye de détricoter la loi E20, ça fait aussi partie des éléments qui pèsent pour la diminuer, en expliquant que l'industrie du vin pèse tant d'emplois en France, que ce genre de choses. Oui, forcément, c'est à prendre en considération parce qu'il y a des familles qui vivent de cette culture du vin ou de l'alcool en France, mais c'est aussi dévoyé en tentant de toujours mettre en avant le côté financier avant même la santé, quoi. Ouais. Ce qui est rigolo sur les stratégies du lobby alcool, c'est ils mettent souvent en avant le caractère culturel de la boisson alcoolique. Alors je ne sais plus en quelle année c'était, mais il y avait un homme politique qui avait déclaré les jeunes ne prennent pas de cuite au Châteauneuf du Pape. Sous-entendu, en gros, le vin, c'est pas un alcool comme les autres. Oui, surtout en France et tout, il y a ce truc. Et c'est faux, déjà, parce que la molécule d'alcool qu'on absorbe dans un verre de vin, on en avait déjà parlé sur un autre live, c'est exactement la même molécule d'alcool qu'on absorberait sur un autre type d'alcool. En fait, l'organisme ne fait pas de différence entre un verre de vin et un verre de whisky en termes de conséquences. Et derrière, ça place l'auditeur dans un espèce d'attachement presque patriotique, en fait. C'est-à-dire qu'il transforme l'objet culturel vin comme un objet culturel, en fait. C'est-à-dire ça positionne le genre. En fait, si vous êtes contre le vin, ou voire même si vous allez sur l'idée que le vin, c'est pas bon, que l'alcool, c'est pas bon, la modération, derrière, c'est l'identité française que vous perdez. Et ça, c'est hyper dangereux d'entendre, de se laisser prendre par ces choses-là. Ça peut être biaisé par des figures charismatiques. Par exemple, si on va à la Cité du vin de Bordeaux, dans la Cité du vin de Bordeaux, qui est géniale, parce que ça retrace toute l'histoire de la culture du vin dans le monde et spécialement en France, à un moment donné, on arrive à des panneaux où ce sont des professeurs, des médecins qui parlent, et il y a un professeur chirurgien cardiaque qui parle, et juste en dessous, c'est marqué professeur machin, chirurgien cardiaque et vigneron. Ah oui. Et dans la vidéo, le type explique que consommer peut avoir un bénéfice positif pour la mécanique cardiaque. Et à côté de la vidéo, il n'y a aucun message. Et à côté de la vidéo, il n'y a rien du tout, parce que du coup, c'est juste vigneron. Et du coup, il y a des journalistes qui l'ont suivi pour savoir ce qu'ils pensaient de différentes études qui contredisaient complètement sa parole. Jamais répondu, le gars. Et en fait, si on n'est pas informé de tout ça, on voit professeur cardiaque et vigneron, on se dit, c'est sûr, ce qu'il dit, c'est sûr, il connaît son truc. Voilà, il connaît son truc, il a bac plus 12, et puis face à la blouse blanche, il y a aussi énormément de complexes d'infériorité sociétale où on apparente vraiment le savoir au diplôme. Et en France, c'est énormément aussi notre culture, malheureusement. Et donc ça aussi, ça à prendre en considération, quoi. La cité du vin est à visiter, mais à prendre en considération qu'elle a été construite par des alcooliques. Donc elle ne va pas nous dire non plus que le vin, c'est mal pour la santé. Pas que c'est mauvais si on en consomme trop. Ouais, des fois, ça vaut le coup de juste googler le nom de la personne qui parle, et des fois, on tombe sur des choses pour savoir un peu d'où elle vient et tout, c'est important. Ouais. Le lobby du vin, en ce moment, enfin ces dernières années plutôt, il laisse passer des campagnes de publicité qui ciblent des populations pour lesquelles on a déjà acté que c'était important de réduire. C'est-à-dire les femmes enceintes, les jeunes, ça c'est des campagnes qui passent, sur lesquelles il y a le lobby du vin, entre guillemets, fait passer. Oui. Et en fait, les campagnes qui ont été retoquées, je crois que je l'ai mis dans les sources, il y a 2 campagnes récemment qui ont été retoquées. Ah oui. Alors, ça doit être... Voilà. Alors ça, c'est un article de France Inter. Alors, tu peux descendre. En gros, le ministère de la Santé a annulé 2 campagnes qui avaient été élaborées par Santé publique France. Tu peux descendre. Voilà. Et là, vous avez... alors, c'est une photo parce que c'est jamais paru proprement, mais en gros, il y avait une campagne qui avait été pensée où c'était marqué « Quand on boit des coups, notre santé prend des coups ».
Alors, on peut en penser ce qu'on veut, mais entre guillemets, l'accent était mis sur le fait qu'il n'y avait pas de consommation sans risque, en fait. Donc, que même une consommation, ça avait un impact. Et surtout, elle cible la population générale. Et ça a été retoqué. Alors, il y a le détail, hein, si vous voulez regarder comment ça s'est passé. Et à peu près dans le même temps, un petit peu après, il devait y avoir un gros événement au niveau du rugby. Et en gros, il y avait toute une campagne qui venait critiquer la troisième mi-temps. Et entre guillemets, ils ont pas accepté cette campagne-là. Parce qu'on était en plein mondial de rugby ou quelque chose comme ça. Parce que c'est eux qui acceptent ou pas les campagnes. Alors, c'est compliqué le processus de décision. Mais là, ce qui est génial, c'est que c'est des organismes qui sont sérieux qui proposent ces campagnes-là. Enfin, c'est pas la petite campagne qui sort du chapeau. En fait, celle-là, elle a été annulée alors qu'elle est tout à fait juste, quoi. Et les campagnes qui sont souvent retenues, c'est des campagnes dans lesquelles on va parler de modération. Mais la modération, c'est devenu un argument en fait pour le lobby alcool parce que ça reste flou, parce que la modération, c'est quoi la modération, etc. Il y a même des associations qui voulaient enlever la mention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et juste dire l'alcool est dangereux pour la santé. Et du coup, les lobbies ont stoppé aussi. Très puissant le lobby du vin. Pour le coup, Océane, c'était du vin, mais qui n'a pas vraiment fonctionné. Et ça aurait pu être une bonne stratégie pour le coup. Je reviens juste, tu disais tout à l'heure la petite boîte là, dans laquelle les canettes étaient... Voilà. On dirait une boîte de macarons. En fait, ça s'appelle Maison Bagarre, quoi. Comme Maison La Durée, comme tous les trucs de luxe qui font aussi que ça attire, quoi. En se disant, c'est luxueux, c'est bien. Ouais, exactement. Est-ce que vous saviez comment ça coûte un pack de 6 ? Fais-nous mal. 32 €. Non, 24. De 6 canettes. En termes de boisson en canette, c'est cher, mais en termes de vin, au final, c'est à peu près dans les prix, quoi. Mais pour les jeunes, effectivement, en fait, c'était... Il y a une autre question de Tisba. Quid de la santé psychologique dans le cadre d'une consommation raisonnable ? C'est aussi un pan de notre santé générale. On a dit tout à l'heure qu'on n'est pas là pour dire... de ne pas consommer du tout. L'idée, effectivement, c'est d'être dans la consommation raisonnable. Alors après, on disait tout de suite, la raisonnable, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est il y a une norme quand même qui est fixée par l'Organisation mondiale de la santé. Au niveau de l'alcool, on est sur des doses d'hiver par semaine, en dose de bar, évidemment. On est sur... pas plus de 2 verres par jour, pas tous les jours du coup, et pas plus de 4 par même occasion. Voilà. On ne dit pas qu'il ne faut pas consommer, on dit juste que faut faire attention et qu'à partir d'un moment, ça peut devenir quand même une habitude et quelque chose, et ça peut entraîner aussi des conséquences négatives. J'invite Tisba, notre follower préféré, à venir au cours du professeur Chalmel. Peut-être dire aux gens qu'en cas de doute sur son rapport à n'importe quel produit, alcool, tabac, cannabis ou même à des comportements addictifs, jeux d'argent, jeux vidéo, sexualité, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de vos XAPA et à vos CJC de proximité en termes de votre territoire. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'être addict pour venir dans un centre de soins, avoir un avis professionnel sur où vous en êtes de votre consommation, pour essayer d'évaluer si vous êtes dans une consommation qui vous fait prendre des risques ou pas. Puis il n'y a pas de mauvaise question et d'interrogation. C'est pas parce que vous venez qu'on va obligatoirement vous amener vers l'abstinence. On peut très bien travailler avec vous une maîtrise ou une consommation qui vous semble adaptée à votre vie de tous les jours. On n'est pas là pour juger les consommations, on est juste là pour vous donner l'information afin de consommer le plus safe possible. Donc c'est assez important. Tant qu'on est sur les campagnes de prévention, est-ce que vous avez vu la dernière campagne de prévention du gouvernement ? Non. Sur le cannabis notamment, qui est sorti lundi, donc c'est toujours... Non, pas vu encore. C'est tout récent, et donc je me suis dit que ça pourrait être cool de la regarder ensemble. Carrément. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, parce que moi j'en pense des choses. Elle est où ? Elle est là. Donc c'est une campagne qui va être diffusée là, du 20 août jusqu'au 6 septembre, je crois. Il y aura 3 épisodes et qui sera uniquement diffusée sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je voulais la mettre aussi.
C'est uniquement sur le cheat, enfin sur le THC. Ouais. Fort, comme on les a fumés. Ouais. On se fume un joint pour fêter ça? Ah, mais j'ai jamais essayé ça, moi. Tu vas voir, c'est hyper cool. Au début, tu vas être super détendu et après, t'auras la flemme de tout. T'auras envie de rien, t'arrêteras le sport et là, tu vas broyer du noir. Et aussi, tu sortiras plus de chez toi, on se verra plus et là, tu vas finir solo et déprimé. Alors? Sans fumin? Le cannabis nuit gravement à votre jeunesse. Tadam. La tristesse. Est-ce que vous voulez voir l'épisode 2 avant de... Ah ou pas oui. Ouais, vas-y. Parce que l'épisode 2 est sorti aujourd'hui. Ok. Donc ça veut dire que tu Donc, suis le... On les suit pas. Ça, Là, c'est avec non. notre compte. Est-ce que vous voulez qu'on les suive ou pas? Alors, il y a certains trucs qui sont assez bien sur ce compte, hein, qui sont assez bien faits, mais voilà. Et donc ça, c'est l'épisode 2 de cette nouvelle campagne. Dès qu'on n'est pas cours de maths. Ouais, de fou. On se fume un joint pour la peine? Bah, je sais pas trop, j'ai jamais fumé en fait. Ah ouais? Ouais. Ah, mais tu vas adorer. Tu vas voir, au début t'es bien, tu te sens léger, et puis après t'auras un peu du mal à dormir. Tu comprendras rien en cours parce que tu seras KO, tu seras en stress parce que tu oublieras tout et t'arriveras plus à te concentrer, et tu vas finir par redoubler. Bon, on se l'allume. Le cannabis nuit gravement à votre avenir. En fait, ce qui est fou, c'est qu'ils ont pas tort parce que c'est vraiment... Enfin, ils savent de quoi ils parlent, mais le message, il est horrible. Ouais, surtout qu'il y a un gros raccourci entre expérimentation et tout de suite les conséquences C'est négatives. ça. Et en fait, je trouve que c'est trop tout de suite. Ça va. Pour moi, c'est reboutoir. Enfin, je n'oserais même pas le montrer aux jeunes que j'accompagne. Faire peur, parce que c'est ça l'idée, Ouais, ça fonctionne c'est pas. d'effrayer. En fait, ça fonctionne, alors pas, ça fonctionne très peu en fait. Ça peut retarder des expérimentations. Et je serais curieux de savoir s'il y a des jeunes dans le chat, si ça marche, voilà, parce que là, clairement, la population concernée, c'est le jeune de 18 ans et moins, quoi. Mais en général, faire peur, ça marche pas. Et pire encore, si tu es déjà consommateur de ce produit-là et que tu vois cette campagne-là, c'est l'horreur, quoi. Enfin, je veux dire, au niveau de l'estime de soi, voilà, si tu as eu le malheur, je sais pas moi, d'expérimenter ce produit-là ou de le consommer avec des potes, en fait, c'est hyper badant, quoi, avec la musique en plus. Oui, c'est vrai qu'il y a une petite musique. Ah Attends, ouais. je vais remettre peut-être la musique. En stress parce que tu oublieras tout et t'arriveras plus à te concentrer, et tu vas finir par redoubler. Mais en plus, c'est assez intéressant dans Bon, les commentaires, juste là, ouais, ce commentaire-là. Le premier ou le deuxième? Celui-ci. Ce genre de prévention me fait bien rire. Quand je vois des pubs pour des marques d'alcool sur les réseaux, arrêtez l'hypocrisie, surtout arrêtez ce genre de campagnes bidons qui n'ont jamais montré d'efficacité. Commencez à vous demander pourquoi la population fume et vous verrez comment régler le problème. Et ça, franchement, Je crois que les gens ils sont pas contents dans les il a tout commentaires. dit, quoi. Et c'est là où le souci, c'est qu'on est tout le temps en train d'interdire les choses, mais on se pose pas la question de pourquoi les gens sont attirés vers ces produits psychoactifs, sachant qu'ils ont une fonction et que consommer, la plupart du temps, les gens qu'on accompagne, ils consomment pas parce qu'ils aiment le produit, mais parce qu'ils ont juste pas envie de souffrir. Et donc ça, c'est hyper intéressant de se dire pourquoi on s'intéresserait pas plutôt au fond du problème de pourquoi on consomme que ce qu'on consomme finalement. Parce qu'effectivement, si tu continues de fumer après l'expérimentation régulièrement, c'est que Peut-être que tu en as besoin pour dormir ou parce que tu es hyper Ça comblait une sorte anxieux de ou que tu es besoin. stressé ou Voilà. ce genre de choses. Ou que tu es carencé dans plein de choses. Et voilà. Et en soi, effectivement, dans les conséquences que ça peut avoir, ils ont pas forcément tort sur Non. j'arrive plus à Oui. suivre en cours, j'arrive pas à Ouais. dormir, etc. C'est des Par signaux, il y a effectivement, du qui repli peuvent. sur soi, de la dépression, oui, Mm. oui. C'est des signaux, en tout cas, qui peuvent alerter. Mais Et du coup, je me pose la question des personnes qui redoublent sans avoir fumé de leur vie. Comment ils vont le prendre? Peut-être essayer. Et ce serait quoi si vous pouviez la refaire? Vous pensez que ce serait quoi qui serait plus efficace en termes de message? En imaginant. peut-être qu'il faudrait le faire avec des jeunes. On Et garde. je crois qu'ils l'ont fait d'ailleurs. Ils disent qu'ils l'ont construit avec des jeunes, Ok. cette campagne de prévention. C'est une campagne participative des jeunes ou à mon Après, avis. tu peux mettre deux jeunes autour d'une table et dire Ouais. que tu l'as fait avec des jeunes. Donc je sais pas trop quelle était Ils étaient là, au fond de la quelle salle. était la méthode. Ils étaient dans la pièce. Mais Je partirais peut-être de la fin, en fait. Si tu ressens tous ces symptômes-là, Oui. viens peut-être, viens, on se questionne sur tout ça, en fait. Ouais.
Ouais, ou mettre les contacts, effectivement. Surtout que là, ils ont mis un balancent le contact truc. à la fin. Ouais, ils balancent un contact, mais en fait, il parle pas de CJC, il parle de rien. Enfin, c'est-à-dire que le jeune, s'ils arrivent à en capter un, ce qui serait bien quand même. Déjà, est-ce qu'ils suivent drogue-gouv ouais. Et non, mais imagine, il voit ça, il se dit, bah, en fait, ça me correspond vers qui je dois aller. Il sait pas, en fait. Alors que là, il aurait juste à mettre en lien. Oui, même dans la description, ils l'ont pas mis au final. En fait, c'est ça que je trouve triste, c'est qu'on sait que l'interdit ne fonctionne pas. Alors, que faut aller sur leur site. La diabolisation du produit va pas vraiment fonctionner. Si tu cliques sur leur site, peut-être que... Oui, non, en fait. Ouais, l'enfer, il y a tellement de trucs. Voilà, c'est ça. Où ils expliquent un peu pourquoi ils l'ont fait, donc il y aura 3 épisodes. Oh, j'ai hâte. Et c'est intéressant. Une campagne pré-testée, donc tu vois, un échelon de population cible, machin. Il y a... alors, je ne me fais pas l'avocat du diable, parce que j'aime bien être critique de ce genre de trucs. C'est une vraie... c'est pas évident de faire des messages de prévention, parce qu'en fait, il faut aussi dire que le cannabis, ça concerne... alors déjà... tout le monde n'est pas dans le même rapport de consommation. Il y a des gens qui sont des usagers très très occasionnels de cannabis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas de risques. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et à côté de ça, il y a des gens qui sont dans des réalités de dépendance, d'addiction. Et faire un message, même sur une population qui paraît un peu unifiée comme les jeunes, c'est chaud, quoi. C'est un peu... Moi, je me pose la question de est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, s'il y a vraiment un intérêt de sortir ce genre de clips ou d'informations brutes, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt mettre l'accent sur des dispositifs qui peuvent aider à répondre à des questions sans stigmatiser une population, à savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt marketer ou envoyer un peu d'argent public sur vous avez des questions vis-à-vis de votre conso, au CJC ou ce genre de choses, quoi. Comme ça, on pourrait être augmenté par la chef. Mais en fait, je ne sais pas si ça touche quelqu'un. Enfin, je me suis intéressé vite fait à lire les trucs. Ça n'a pas l'air vraiment d'être hyper bien accueilli. Et est-ce que les gens qui sont derrière ce type de pub, finalement, sont à l'heure et touchent vraiment la cible, quoi. Je suis pas sûr. Pour le coup, je me pose la question. Ils avaient fait une autre vidéo sur l'ecstasy. Alors, bon, je ne sais pas si on peut pas passer. Mais où ils mettent des conseils de réduction des risques après. Ils disent le mieux c'est pas de consommer, mais si vous consommez... Puis ça c'est intéressant pour le coup, là on voit ce que c'est, qu'est-ce que ça peut faire comme les effets, les conséquences, les risques, comment ça se prend, ça c'est de la réduction des risques en fait, puis expliquer, voilà, effectivement d'aller dire et voilà, si tu prends ça, tu vas devenir ça, c'est... Quels sont les effets concrets, etc. Et après, peut-être qu'on peut regarder jusqu'à la fin. Oui, c'est de la musique. La musique. Qu'ils fassent des efforts sur la musique, c'est pas possible. Là, ils disent le mieux, c'est de pas de consommer. Mais dans le cas contraire, fractionner les comprimés. Et puis, voilà. Si le mélange est dilué, bien sûr. Donc là, pour le coup, je trouvais que ça... Ouais, je trouve ça bien. Un peu mieux, quoi. Après, moi, je pense mon rêve, ce serait d'avoir Oxmo Puccino qui vient faire... la preuve qui vient faire de la preuve sur Chivas. Non mais on en rigole comme ça. Je suis convaincu que moi un truc qui marcherait c'est d'impliquer des influenceurs, vraiment en fait des gens qui ont un auditoire déjà et un auditoire qu'on a envie de cibler, quoi. C'est-à-dire au même titre que le lobby alcool utilise finalement tout un réseau de communicants, parce que quand tu es influenceur, tu es un communicant de première, quoi. Finalement, de proposer, mais même du contrat rémunéré. Enfin, ça me choquerait pas, quoi. Et je pense que c'est... Oui, parce que ça coûte de l'argent. En fait, ce serait intéressant d'interviewer ou d'interroger quelqu'un qui travaille là-dedans, mais en fait, je me mets à la place d'un artiste. On me propose de travailler, mais jamais j'y vais, quoi. Parce que du coup, si j'ai un public jeune, mais ça va être reboutoir au possible. Par contre, si on fait ça d'une manière adaptée, où on ne va pas stigmatiser, peut-être. En fait, là, il se plante complet. Donc, je ne vois pas comment on peut attirer des influenceurs qui gagnent quand même de l'argent grâce au nombre d'abonnés qu'ils ont. S'ils participent à ce genre de choses, ils vont en paumer des milliers, quoi. Ils sont pas bêtes. Peut-être sur la question des témoignages, tu vois. Alors, je n'ai pas une très bonne connaissance on va dire des figures connues par les jeunes sur les réseaux, mais
Je pense à des humoristes comme Jérémy Ferrari, par exemple. Tu vois, c'est des types qui, sur les dernières années, ont parlé assez librement de leurs difficultés avec l'alcool. Je pense aussi à Nicolas Demorand qui a écrit un livre sur ses fragilités, son rapport à sa bipolarité, etc. Et ça, je trouve que ça crée un truc plutôt chouette au niveau du public, quand il y a des figures publiques, connues, reconnues, mais qui livrent un témoignage qui finalement ne reste que leur témoignage par rapport à une expérience. Et derrière, il y a un côté, ok, on en fait un sujet, on en parle. Et ça peut permettre de glisser des choses, quoi. Et de raconter des parcours aussi qui se terminent bien. Comme l'a fait Grunge, l'un des membres des Casseurs Flotteurs avec Orelsan sur la schizophrénie de son frère. En fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, on le connaît pour ses chansons assez décalées et qui sont par moments critiquées et critiquables, je suis pas sûr, mais... Et là, il s'est livré sur la pathologie psychiatrique de son frangin. Et en fait, ça a permis à énormément de personnes de s'intéresser au rôle d'aidant d'une personne souffrant de schizophrénie, mais aussi à la pathologie elle-même, quoi. Et je trouve que c'est trop individualisé. Là, on pourrait se servir du rôle d'influence à l'inverse et de se dire, ok, j'ai aussi, par exemple, beaucoup fumé ou ce genre de choses, mais si c'est un rappeur qui le fait ou un autre mec qui a des followers... Voilà, qu'on leur laisse. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que les trucs du gouvernement, ils sont. Mais ils l'ont déjà fait en plus de payer les influenceurs à l'époque pour promouvoir le SNU. Ils avaient payé les influenceurs pour dire à quel point c'était super, etc. Notamment Thibaut InShape et tout. Oui, puis comme ça marche avec des publicités, du placement de produits, alcool, tabac, des trucs comme ça, finalement, dans l'autre sens, ça doit fonctionner aussi, en fait. Si c'est des gens qui sont connus, suivis. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais voilà, il y a des super... notamment, alors je voulais vous montrer parce que... Enfin, on ne va pas tout regarder, mais cette personne, elle fait... C'est une infirmière. Oui. Tu la connais ? Tu la suis ? Oui. Et elle fait des super vidéos de réduction des risques. C'est que ça, Assez sympa, même ces vidéos. Elle explique sur des shorts, des très courtes vidéos, sur de la techno. Produits, qu'est-ce que ça fait, I wanna jump like a pussy everywhere at my home. C'est une addictologue, enfin infirmière en addictologie qui est fan de techno, etc. Elle fait des stands de prévention et puis elle fait des vidéos hyper sympas. Trop bien. Pourquoi tu fais pas ça, Maëla ? Ouais, c'est clair. Je vais m'y mettre. Oh. Mais j'aimerais trop qu'on l'invite parce qu'elle est vraiment incroyable. C'est un engagement ou pas mal, hein ? Non. Et elle est très suivie pour le coup. Est-ce qu'on peut... Non, mais je me suis si tu la connais, entre infirmières, tu pourrais l'inviter. Je me suis mise à la regarder effectivement sur les réseaux depuis que, j'avoue, j'ai pris un compte TikTok pour savoir de quoi je parlais. Et je me suis mise sur son TikTok et effectivement, elle a des vidéos qui sont vraiment super. Et elle est très suivie. Ouais, carrément. Et les gens l'écoutent en fait. Et c'est de la réduction des risques en fait. Ouais, elle va expliquer ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, pourquoi, comment. Enfin voilà, c'est très bien et c'est très court. Après, et ça correspond vraiment à ce que les jeunes, au format de vidéo que les jeunes regardent sur Instagram. Sur TikTok, en fait, elle est dans les, je sais pas comment ils appellent. Voilà, quand on passe tout le temps. Le top. Non, mais bref, quand les jeunes regardent plein de shorts, et voilà. Ça marche très bien. Exactement. Après, tu vois, c'est rigolo parce qu'on est en train de parler finalement de la campagne là qu'on critiquait tout à l'heure, enfin qu'on trouve a priori pas ouf. Peu nuancé. Et elle y a participé, donc elle les a repostés. Ça vient dire aussi, tu vois, de la difficulté en termes de messages de santé publique oui, elle le met partenariat avec ce type de message, avec ce type de vecteur visuel, n'a plus lieu d'être. Peut-être que notre génération, comme on n'avait pas de réseau, enfin moins, ou on était peut-être plus attiré par les clips vidéo, j'en sais rien. Oui, alors que ça, par exemple, c'est top. Voilà, et en fait, là où prévention avec une stigmatisation du produit en disant si tu fumes, tu vas devenir un clodo, c'est un peu le truc. Je trouve ça nul. Ouais. Et ça, je pense que ça coûte beaucoup moins cher à faire comme vidéo. Mais ça touche beaucoup plus de personnes. Mais c'est trop cool. Si le projet SideQuest qu'on est en train de faire grandit, moi, on pourrait l'inviter, quoi. Ouais. Carrément. Ce serait chouette. Elle a l'air très sympa en plus. Non, et puis elle fait la première vidéo, bref. En fait, elle s'inspire aussi de choses actuelles et des trucs qui fonctionnent en fait. Je suis addicto, j'adore faire la fête et j'ai décidé de lier les deux.
J'ai commencé à parler de drogue, mais sans dire « ne consommez pas, c'est le mal ». Au début, ça a surpris beaucoup, genre vraiment beaucoup. Dans la commu Addicto, on m'a regardé, j'ai regardé la commu Addicto, on s'est regardé. Certains ont pensé que je délirais, moi j'ai continué. J'ai mis de la techno, j'ai dansé, j'ai rigolé, j'ai parlé de réduction des risques. On m'a dit « mais c'est pas crédible ». J'ai haussé les épaules, un mec m'a envoyé un message, j'ai lu le message disait « tu fais des tutos pour mieux te droguer ?» J'ai soufflé, j'ai répondu, j'explique comment éviter les galères, pas comment sniffer droit. Puis mon compte a explosé, on m'a suivi, j'ai regardé les chiffres m'ont regardé, on est 51 000 maintenant. Apparemment, ça vous parle. Bref, j'ai créé une communauté. Et voilà. Nice. Stylé. Bravo. Bah, j'espère qu'on la recevra un jour. Grave. Parce que je crois qu'on aura compris que ne pas être influencé, c'est pas possible. On vit dans un monde d'influence. Mais ce serait quoi les conseils J'ai préparé une petite question. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui se sent influencé parce qu'il voit en ligne, ce serait quoi? Pas de faire confiance tout de suite. C'est d'aller chercher un peu, pousser la réflexion et d'aller fouiller, hein, faire un peu en mode archéologue, est-ce que c'est vrai ou pas. Et en fait, sur les réseaux sociaux, on a l'impression tout le temps de prendre argent comptant l'info qu'on va nous donner. En fait. Et ça demande vraiment de l'énergie, d'aller chercher, sourcer un peu le système A, le système 2, professeur Chalmel. Et du coup, mais non, mais c'est aux jeunes, même s'il faudrait qu'on trouve un truc autre que jeune, parce que je trouve ça vieux quand on dit ça. Je leur ai dit, en fait, c'est pas grave de regarder ça. En fait, si vous en avez conscience que c'est fake ou que vous trouvez ça beau, normal, c'est bien. Par contre, allez chercher la véritable info. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Parce que les réseaux sociaux, on le dit, c'est comme l'alcool, on va pas interdire et c'est pas mauvais. C'est juste que il y a des choses qu'il faut prendre avec des pincettes. Mais comme, par exemple, si on regarde CNews ou... non, regarde pas CNews. Mais qu'on lit des journaux, c'est sourcé. Enfin, il faut être sûr de ce qu'on regarde. Si on vous dit selon une étude, allez voir c'est quoi cette université, cette personne, ce chercheur, d'où il vient, etc. Quoi. Parce que sur les réseaux, je lis souvent selon l'université de machin. Et je me suis amusé à aller cliquer. C'est des pauvres universités qui n'ont jamais existé. Surtout qu'aux États-Unis, tu peux ouvrir une université comme tu ouvres un bar. Donc, 200 étudiants, et en fait, ça ne veut rien dire. Et c'est ça qui est aussi. Je pense que vous avez erré à regarder un peu les sources. Ouais, moi je dirais de se méfier et de se dire que c'est pas toujours la réalité en fait. Et surtout voir si je sens que ça m'influence, essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça vient chercher en moi, à quel besoin ça correspond, qu'est-ce que ça dit de moi un peu. Pourquoi ça me touche en fait. Ouais, pourquoi ça me touche, pourquoi ça me crée cette émotion-là, quoi. À partir de son émotion, je vois ce post-là, ça me crée cette émotion-là. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. quoi. Il y a un dernier message de Tisba qui dit « Ça existe aussi pour les hommes. Les mannequins hommes des marques de parfums n'ont pas de poids en trop, je suppose. Oui. Et les héros du MCU ont tous des muscles bien saillants. C'est pas la réalité. Et pas de poils du tout. » Ah, c'était pas de poils du tout. D'accord. Ok. Voilà. Eh c'est une bonne remarque. Ouais. En fait, il y a des espèces de normes qui s'imposent ou qui existent pour les hommes, mais aussi pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Une norme qui change. Ouais. Parce que ce qui est drôle, c'est de regarder les images Panini des joueurs de foot. Vraiment, je vous invite à le faire. Là, il y avait du poil. Ah ben non, mais dans les années 80, ils ont des moustaches de fou et c'est avec des poils partout. Alors les moustaches, c'est toujours très stylé. Oui, Camille, bien sûr. Surtout la tienne, Camille. Mais en fait, c'est fou. Baptiste a raison, les normes changent et donc les codes changent, donc les influences changent aussi. Il y a une époque où le corps des femmes, quand ils étaient plus rond, plus gros, c'était le corps qui était le plus valorisé, alors qu'aujourd'hui, on voit que c'est moins le cas. Et le côté filiforme des corps, tu vois, moi c'est un gamin dans les années 90, quand j'ai grandi, dans les pubs pour parfums pour femmes, c'était plutôt des femmes très élancées, etc. Et je trouve que, c'est une perception, hein, donc ça reste subjectif, mais on est passé à partir du mi-année 2000, 2010 sur des corps avec
très cintré, mais avec les fesses très mises en avant, avec des poitrines mises en avant, etc. Et c'est vrai, ça évolue. Et je pense que tu le vois bien dans la mode, tu vois, tu as des trucs qui t'apparaissent comme étant à la mode. Et puis, même un an plus tard, tu arrives à identifier que c'était la mode il y a 1 ou 2 ans. Donc, ça va super vite. Et l'influence aussi, on pourrait vu aussi au XVIIIe siècle, le code idéal de la femme, par exemple Marie-Antoinette, c'était d'une pureté blanche avec énormément de formes. Parce que du coup, ça renvoyait aussi au fait qu'elle mangeait bien. Et du qu'elle coup, travaillait la pas plupart de dehors. la population ne mangeait pas, qu'elle travaillait pas dehors. Et en fait, les tableaux étaient aussi là pour influencer. Oui, il y a toujours eu un peu de l'influence. Une société beaucoup plus riche, mais qui touchait beaucoup moins de personnes. Mais voilà. Marie-Antoinette, à l'époque, c'était un peu une influenceuse, finalement, de son époque. L'image est hyper importante. Est-ce qu'on l'invitera, Marie-Antoinette ? Peut-être, tiens, pourquoi pas. Recoller la tête. Mais on voit quand même que les gens se sont un peu naturellement détournés des influenceuses type télé-réalité qui juste étaient là en racontant n'importe quoi. Maintenant, on se tourne quand même vers des influenceuses comme Océane, Léna Situation, qui nous ressemblent plus, entre guillemets, ou qui ont l'air plus naturelles. Ouais, mais quand même avec un truc du performatif derrière, tu vois, l'égalité quand même de réussir, il y a tout un narratif sur quand on veut, on peut, c'est accessible à tout le monde, alors que pour sans influenceurs connus, t'en as des milliers ou des dizaines de milliers qui vont jamais réussir à en faire une source de revenus, etc. Et peut-être qu'on pourra revenir sur un live sur la question peut-être des réseaux. Tu vois, on n'a pas trop parlé de lifestyle, de muscu, Oui, c'est vrai que... je me dis, il y a encore des trucs à creuser dans le sujet. Toutes les trucs de What I Eat in a Day, tu vois les gens qui disent... Même les working routines, avec les mecs qui se lèvent à 5h du matin, qui prennent une douche froide, qui vont à la salle à 5h30. Les gens qui courent avant d'aller au travail, mais bravo. J'aimerais tellement. Pourquoi On n'a plus accès au chat, on est désolé. Oui, il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie, l'ordinateur s'est éteint. Tout à fait. Mais je pense qu'on a fini. Aujourd'hui. On se retrouve dans le tour de pas mal de choses dans un petit mois. Ouais, dans un mois. Encore, vu qu'on a un compte Instagram, maintenant, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram. Même à nous proposer des sujets. Vous nous proposez des sujets, nous envoyez même des vidéos, des contenus sur lesquels vous voudrez Soyez participants. qu'on réagisse. Donc vous pouvez nous envoyer des DM sur Insta, et puis on mettra les dates des prochains lives aussi sur Insta. Si vous faites partie du lobby alcool, ça sert à rien de nous envoyer des propositions de contrat, on ne prend pas. Ou si vous voulez nous envoyer un droit de réponse. Un droit de réponse, on ne prend pas. Et comme ça, on l'analysera ensemble. On prendra bien évidemment. On est plutôt sur la modération, mais on adore le champagne. L'horreur, tu sais. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas mis de champomis, mais on peut en parler dans un autre... Thibaut InShape, on le garde pour un autre moment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi, je pense. Pour l'inviter aussi. On pourra l'inviter. Ouais, débat contradictoire, on pourrait imaginer, tu vois. Enfin, après tout, on est ouvert d'esprit, pas. quoi. Non, mais tout à fait. Moi, ça se trouve, je me dis, je déconne un petit peu là sur le lobby alcool, mais moi, un commercial de Pernod Ricard face à hyper nous, intéressant. Ce serait chouette. On pourrait imaginer un format débat. Ouais, carrément. Oh bah oui. Ouais, ok. Bon, peut-être. On verra, écoutez. Pour ou contre la course matinale, Maëla versus... Alors moi, je suis contre. Tout à fait, je dors. Merci à tous. Merci à Camille encore d'avoir tout géré le matos. Camille, tu gères... Sans toi, nous ne serions pas rien, je pense. Devenus aussi célèbres. Et puis on mettra le replay sur YouTube aussi, donc si vous n'avez pas tout suivi, parce que ça a quand même duré 2 heures. Merci à tous. Voilà. Merci beaucoup. Prenez soin de pour vous. la participation aussi sur le chat, et puis à très vite. À bientôt. Ciao. Salut.